Bonsoir tout le monde. Waouh. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors vous me voyez souriante, confiante. C'était pas comme ça au début de ma vie. Alors pour en arriver là, mon chemin a été semé d'embûches, et il est encore long d'ailleurs. Et même si je suis très reconnaissante de la forme que prennent toutes ces leçons dans ma vie, de comment est-ce qu'elles arrivent, pour être honnête, il y a des choses que j'aurais aimé savoir plus tôt. Ça m'aurait évité quelques erreurs, et accessoirement un peu moins de souffrance. Alors ce soir, j'ai envie de partager avec vous des sujets qui sont souvent négligés, vous savez, ces tabous, où règnent les longs silences gênants. Ça va bien se passer. Je vais partager avec vous quelques leçons que j'ai d'abord apprises à la dure, avant de les peaufiner grâce à toutes mes formations pour devenir sexothérapeute. Et le but, c'est de vous donner un peu plus de visibilité sur votre mode d'emploi en amour. Mais attention, c'est pas parce que vous saurez ces choses que vous n'aurez pas le droit, vous aussi, à vos expériences difficiles. Alors, quand on parle d'amour, la plupart des gens pensent à la bonne personne. Cette moitié qui nous attend depuis toujours quelque part. Et qu'une fois qu'on se rencontre, waouh, c'est le coup de foudre spontané. On a ces petits papillons dans le ventre, vous savez, dès qu'on pense à l'autre. Et d'ailleurs, tout est tellement naturel qu'on se comprend sans rien dire. Et puis on sent l'autre vibrer en nous parce qu'on a cette connexion sexuelle incroyable qu'on n'a connue avec personne d'autre et qu'on pense inlassable tant que l'amour est là. C'est beau, n'est-ce pas? Néanmoins, ça ne nous aide en rien à comprendre cet amour que nous recherchons en permanence, ni à comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir de schémas qui nous font souffrir. Alors ce soir, j'aimerais que nous réfléchissions à notre vie amoureuse ensemble, mais d'une autre manière. Mais d'abord, c'est important de rappeler que chaque humain est différent, vous le savez, mais pourtant, nombreux sont ceux qui ont développé leur vie amoureuse en s'inspirant d'autres couples qui leur semblaient heureux, mais sans se rendre compte qu'en réalité, ce n'est absolument pas ce dont ils ont besoin pour s'épanouir. Toutes les solutions ne fonctionnent pas pour tout le monde. Alors certains croient que nos relations sont le résultat de notre passé. D'autres disent qu'elles sont en constante évolution, mais dans mon métier, j'essaye de faire comprendre aux gens que notre façon de fonctionner en amour dépend de ce que nous avons appris. Puisque toute la vie, on nous éduque à apprendre. Bébé, on apprend à marcher, à parler. Enfant, on apprend à s'instruire pour qu'adulte, on apprenne à devenir expert d'un métier. Mais, puisqu'il y a un mais, qui nous apprend à être heureux? Vous l'avez probablement remarqué, ce n'est pas la priorité de notre société. Être heureux avec soi-même, dans sa vie amoureuse. Il n'y a pas d'école pour ça. Alors que pourtant, notre façon de nous attacher émotionnellement à l'autre, eh bien ça s'apprend. Alors bien sûr, il y a des milliers de façons d'apprendre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont toutes le même point commun, c'est notre cerveau. Et finalement, ce qui nous différencie les uns les autres, c'est comment notre cerveau décide de traiter nos apprentissages. En amour, on pense souvent que c'est binaire. Soit ça rend heureux, soit ça fait mal. Sauf qu'en réalité, dans le tumulte des relations, c'est bien plus complexe qu'on l'imagine. Et vous avez sûrement tous déjà essayé de comprendre cette complexité. Alors j'ai envie de vous donner un peu plus de lumière en vous parlant de la théorie du système d'attachement. Cette théorie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien que la qualité de nos relations, que notre capacité à aimer et à être aimé dépendent en grande partie de notre type d'attachement initial. Vous savez l'affection qu'on a reçue enfant, ou du moins, qu'on a ressentie enfant? Nos premières expériences amoureuses aussi? Eh bien, toutes ces choses façonnent notre vie relationnelle adulte. Et on a tous, ou presque, eu à des moments de notre vie du mal à construire des relations épanouissantes, à construire des relations durables. Parfois, on se retrouve à répéter les mêmes schémas d'échec, avec des personnes incompatibles. Parfois toxiques, ça arrive. Et sûrement que dans votre entourage, vous avez un ou une amie qui se retrouve souvent dans des relations dysfonctionnelles. Et on pourrait se dire, ah les pauvres, ils n'ont pas de chance, ils tombent que sur des salauds, n'est-ce pas? Mais si on décortique leur histoire, eh bien on s'aperçoit que leur échec n'est pas uniquement lié aux autres, mais de comment leur cerveau a associé l'amour. Je vous invite maintenant à penser à cet ami célibataire qui enchaîne les relations éphémères. On en connaît tous un ou une. Et d'ailleurs, il nous dit souvent qu'il est trop indépendant pour s'engager. Eh bien, en réalité, cet ami a appris à éviter ses émotions.
Et donc, il a développé un système d'attachement évitant. C'est-à-dire qu'il a appris à s'isoler de l'intimité émotionnelle en devenant débrouillard, en apprenant à ne compter que sur soi-même, plutôt que d'être confronté à la souffrance du rejet ou de l'indifférence qu'il a sûrement tant ressenti avant. Et son association en amour, c'est qu'on ne peut jamais compter sur ceux qu'on aime. Et c'est logique finalement. La peur de s'engager, en réalité, c'est comme un mécanisme de défense. Et face à cette peur ici, qui est associée au danger d'aimer, eh bien l'humain peut avoir deux réactions. Soit la lutte, soit la fuite. Et cet ami, eh bien, a choisi la fuite émotionnelle. Et il existe aussi des couples qui sont tellement unis qu'on ne les voit jamais séparés. Vous savez de quoi je parle? Leur devise, c'est « ensemble ou rien ». Ils s'habillent de la même façon, ils s'expriment de la même façon. D'ailleurs, quand on les regarde, on a presque l'impression que c'est une seule et même personne avec un seul et même prénom. Ce n'est pas Camille et Noah, mais Camille-Noah. Peut-être que c'est de la complicité, pardon. Mais il est possible que l'un d'entre eux, ou peut-être même les deux, ont développé un système d'attachement fusionnel. Autrement dit, eh bien, ils ont un besoin viscéral de ne faire qu'un avec l'autre par peur d'être abandonnés. Et donc, ils vont avoir tendance à anticiper tous les pensées, tous les désirs de l'autre pour montrer qu'ils sont assez dignes d'être aimés. Et donc, ils ont appris à négliger leurs propres besoins en fusionnant avec l'autre, quitte à s'oublier soi-même, et c'est très souvent ce qui arrive, puisque la rassociation, c'est que les gens qu'on aime peuvent nous abandonner. Laissez-moi vous demander quelque chose que nous avons tous ressenti d'une manière ou d'une autre. Vous savez ce sentiment quand on envoie un message à quelqu'un et que cette personne ne nous répond pas assez vite ou nous laisse en vue? Ouais. Notre premier réflexe, ça va être de se dire que cette personne s'en fout royal de notre message. On va le relire 10 fois et puis on va se dire, bah non, peut-être qu'en fait, elle me déteste. On sait au fond qu'ils sont juste parfois occupés. Mais pour certaines personnes, dans leur vie de couple, ces pensées, elles ne sont pas juste passagères, mais dignes d'un grand film dans lequel tout le pire est imaginable. Et inventer des scénarios catastrophes, c'est typique des personnes qui ont développé un système d'attachement chaotique. Donc non seulement elles vont penser qu'on les déteste, et pire, que l'autre est sûrement en train de les tromper. Et rien que l'idée de se sentir trahi peut les mettre dans des rages tellement folles que ces personnes sont prêtes à tout arrêter, à mettre fin à la relation et à disparaître. Quand on oscille entre passion et rage folle, ce n'est pas de la folie, mais simplement qu'on a appris que les relations amoureuses sont synonymes de drame. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est que peu importe d'où l'on vient finalement, il existe un oasis d'amour et de réconfort. Et il y a plus de la moitié de la population qui trouve refuge dans un attachement sécure. Alors si certaines personnes apprennent à le construire dès la naissance, eh bien d'autres apprennent plus tard, s'ils le souhaitent, à le bâtir. Car bien que notre façon de fonctionner en amour dépend de ce que nous avons appris, elle ne nous définit pas. Moi, par exemple, j'avais un attachement chaotique. J'en parle au passé, même si je sais qu'au fond, il fera toujours partie de moi, et surtout dans les moments de stress où toutes mes peurs ressurgissent. Mais j'ai appris, et je le fais toujours, à recréer cette sécurité avec moi-même. Mais voilà, pour le savoir, pour le faire plutôt, il m'a fallu le savoir. Et sans ces informations, comme tout le monde ici dans cette salle, j'ai appris sur le terrain. Ce qui veut dire que nous sommes tous et toutes des autodidactes de l'amour. On va prendre des choses par-ci, par-là, qu'on a vues, qu'on a testées dans nos relations, pour construire notre propre éducation affective et aussi sexuelle. Et oui, puisque la sexualité aussi s'apprend. J'irai même plus loin. Votre propre sexualité s'apprend et se réapprend, puisque vous n'aurez jamais la même de vos 14 ans à vos 99 ans. Sauf que la plupart des gens pensent que la sexualité, c'est inné, que c'est quelque chose de physique qui se passe uniquement dans le corps. Il y a un vrai mythe autour de la sexualité où on croit qu'elle devrait venir toute seule et dans laquelle chacun devrait naturellement savoir ce qu'il aime ou non. Sauf que, croyez-moi, pour beaucoup, c'est loin d'être aussi simple.
Alors il existe quand même une dimension spirituelle de la sexualité auquel je crois profondément et dans laquelle on peut vivre d'intenses états extatiques. Néanmoins, rappelez-vous que ce qui nous différencie les uns les autres, c'est comment notre cerveau décide de traiter les apprentissages. Donc j'aimerais qu'on retourne un petit peu vers le cerveau. Et figurez-vous que c'est lui qui est votre premier organe sexuel. Donc votre cerveau, en plus d'être celui qui modélise vos choix de relations, eh bien c'est aussi lui le chef d'orchestre de votre excitation, de votre désir, de votre capacité à ressentir du plaisir et à oser lâcher prise. Puisque la sexualité, c'est le résultat de toute une alchimie neurofonctionnelle, et c'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes arrivent à atteindre l'orgasme sans aucune stimulation physique, mais avec la simple suggestion verbale. Et tous ces points, eh bien, votre cerveau, il les modélise en fonction de l'éducation sexuelle que vous vous êtes construite. Et ça commence par les premiers contacts que vous avez eus depuis tout petit avec vos proches. Par exemple, si vos parents bébés vous ont souvent fait des petits bisous dans le cou, que vous avez gardé une sensation agréable, eh bien cette zone développera des terminaisons nerveuses qui contribueront au développement de vos empreintes sexuelles adultes. Je sais que cette information peut générer un malaise. Alors pour vous épargner les pensées intrusives, sachez que les câlins pour les enfants sont tout aussi importants pour sa survie que de boire et de manger. Et sachez également que toutes vos premières fois et toutes vos expériences sexuelles répétées vont laisser des traces et des empreintes émotionnelles qui seront à l'origine de vos chemins d'excitation adultes. Et toutes ces empreintes, eh bien, elles peuvent être positives et contribuer à votre épanouissement sexuel, mais elles peuvent aussi être négatives et impacter votre capacité à vivre une sexualité satisfaisante. Posez-vous la question. Quelles étaient les premières informations que vous avez reçues sur la sexualité durant votre enfance? Et sentez-vous libre de partager ces pensées avec vous-même, surtout sans aucun jugement, puisque ce sont elles qui nourrissent toutes les prémices de votre imaginaire érotique. Je serais très curieuse de savoir si dans cette salle, certains d'entre vous avaient des parents qui leur demandaient de fermer les yeux devant les scènes érotiques à la télé. Vous savez, avec ce malaise, on se regarde du coin de l'œil comme ça, comme s'il y avait une forme de honte ou d'interdit autour de la sexualité. Alors c'est vrai que pour certains, l'interdit, eh bien, ça peut complètement inhiber la sexualité, et même jusqu'à la vie adulte. Mais pour beaucoup d'autres, la peur de l'interdit, eh bien, ça peut faire l'inverse, et ça peut susciter de l'excitation sexuelle involontaire. Et d'ailleurs, en 2008, il y a une étude qui a été faite par le docteur Philippe Campners. Alors, ce docteur voulait mesurer de manière scientifique l'excitation. Donc, il a pris plusieurs participants. Il les a mis devant des vidéos, des stimuli à caractère sexuel, mais à caractère sexuel extrêmement anxiogène. Et il s'est rendu compte de quoi, à votre avis? Eh bien que l'anxiété facilitait l'excitation sexuelle. Et finalement, ça explique pourquoi l'un des fantasmes les plus communs dans notre société, c'est le jeu de domination et de soumission, qui repose à la fois sur une connotation, à mon sens erronée, de l'interdit, mais aussi sur le fait de devoir contrôler et surmonter ses angoisses. Donc vous voyez qu'encore une fois, ce qui nous différencie les uns les autres, c'est la manière de comment notre cerveau décide de traiter les stimulations qu'on lui offre. L'intérêt pour vous de savoir tout ça, puisqu'il y a un intérêt, c'est que votre sexualité, ce n'est pas uniquement un acte, mais c'est le reflet de votre vérité intérieure. C'est tout un écosystème complexe qui est à la fois influencé par votre santé, par vos expériences personnelles, et c'est ce qui fait que la diversité des goûts, des pratiques, bien c'est la norme. Et finalement, toutes vos envies, tous vos ressentis, eh bien ce sont des indicateurs sur vos émotions les plus profondes. Et ce sont ces émotions et ces indicateurs qui vous guident vers une meilleure connaissance de soi et une vie intime et émotionnelle plus équilibrée. Je vous vois cogiter. Vous êtes sûrement en train de vous demander, ok, c'est cool, mais c'est dur de dire à l'autre qu'on n'a pas les mêmes envies. Et je vous comprends. Parce que pour construire la relation de ses rêves, il faut d'abord être capable de communiquer clairement avec soi-même pour mieux communiquer avec les autres. Et ça nous amène au cœur même des relations humaines, la communication. Mais pas n'importe laquelle.
puisque la plupart des gens pensent que parce qu'ils parlent, ils communiquent. Si seulement c'était si simple. Parfois, on pense communiquer alors qu'en réalité, on vide simplement notre sac dans un monologue. Et j'aurais aimé savoir plus tôt que le secret des relations épanouissantes réside dans notre capacité à ouvrir un dialogue honnête, où chacun se sent écouté, considéré et valorisé. Si vous vous demandez pourquoi c'est si dur de bien communiquer, c'est parce que cette compétence, elle nous demande d'être conscient du ton qu'on a quand on communique, mais aussi d'être conscient de la façon de comment on écoute. Alors vous me direz, on écoute tous. Oui, actuellement vous m'écoutez, mais vous le faites tous et toutes de différentes manières. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mes propos. Imaginons qu'un de nos proches vient se confier à nous. Alors même si l'intention est bonne, nous aurons tous tendance à vouloir l'aider. Donc on va lui donner notre avis sur ce qu'on pense et on va lui dire ce qu'il devrait faire ou non. Sauf que lorsque l'on fait ça, on adopte une écoute autoritaire, où on se place en tant que conseiller, voire de juge. Et c'est ce qui fait que parfois, et vous l'avez sûrement tous expérimenté, certains peuvent se retrouver bloqués. On a envie de dire des choses, mais on est complètement bloqué par peur d'être jugé. C'est parce que certaines attitudes d'écoute fragilisent la communication. Pareil, on s'est tous déjà braqués face à quelqu'un qui nous dit des choses qu'on prend directement contre nous. Imaginons que vous avez un partenaire, imaginons que vous avez votre partenaire qui vous envoie un message et il n'a pas répondu. 24 heures plus tard, il vous envoie « Je suis désolée, j'ai complètement oublié de te répondre ». Nombreux ici se diront « Si tu as oublié, c'est parce que tu n'as pas pensé à moi ». Et soyez honnêtes, on a tous tendance à avoir une écoute interprétative. C'est la plus commune dans les relations, mais c'est aussi la plus dévastatrice. Puisque lorsque l'on réinterprète les propos de quelqu'un en fonction de ce que l'on pense, c'est ce qui nous éloigne le plus de la compréhension qu'on cherche tant. Et c'est comme ça qu'on finit dans des débats de plusieurs heures. On va chercher le dernier mot, non pas pour avoir raison, mais pour se sentir considéré. Alors qu'une communication, dans sa forme la plus pure, elle demande une écoute active, sans réinterpréter ni anticiper les réponses de l'autre, mais en reformulant. Et c'est cette reformulation qui nous apprend à tolérer que l'autre vit et pense les choses différemment de nous. Si j'insiste sur l'importance vitale d'améliorer notre écoute dans la communication, c'est parce que nos mots bien pensés ne servent à rien si nous ne sommes pas conscients de comment nous écoutons. Donc si la communication bloque, ce n'est pas uniquement parce que l'autre est de mauvaise foi, mais possiblement parce que vous êtes deux à devoir réapprendre. Et c'est un processus qui prend du temps et qui demande de la pratique. C'est comme si demain, vous avez envie de parler une nouvelle langue. Même si vous avez envie de tout comprendre tout de suite et de parler, vous savez que vous allez avoir besoin de temps pour pratiquer et pour apprendre. Et ce n'est pas grave. Dites-vous que tant qu'on est en vie, il est toujours temps d'apprendre. Et même si vous pensez que le meilleur moment, c'était il y a 15 ans, dites-vous que si vous le souhaitez, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Comme vous le savez, la vie, elle va très vite. Et si on ne prend pas le temps de regarder autour de soi de temps en temps, on peut la rater. Il y a 10 ans, moi j'étais dans le feu de l'action, je n'ai pas pris le temps de ralentir. Et c'est pas grave, j'étais occupée à faire d'autres choses, à vivre ma vie. Et de toute façon, je n'étais même pas dans un environnement où j'aurais pu avoir les prises de conscience nécessaires. Mais là, maintenant, je vous invite à ralentir. Prenez une seconde et réalisez que vous n'avez pas choisi votre sexualité, ni même la façon dont vous choisissez et vivez vos relations, mais vous les avez construites. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous l'avez construit, vous êtes capable aussi simplement de déconstruire. Et je dis bien simple et non pas facile, puisque dans la vie, il y a plein de choses simples, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont faciles. Vous le savez très bien. Pour être plus clair, je ne pousse personne ici à changer, mais je vous invite à vous accepter. Mais si en vous regardant, en observant vos comportements, les mécanismes que vous avez construits, vous n'êtes pas heureux, vous êtes tout à fait capable de changer le sens des choses. Je veux vous encourager à construire l'amour dans vos relations. Et surtout pas l'amour à la Disney, mais un véritable amour qui est sain et durable. Une relation et une sexualité qui vous rendent heureux. Et tout commence par une écoute ouverte et une communication honnête avec soi-même et avec votre partenaire.
Donc parlons-en. Merci.